De l'actualité, le MPSR, le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, occupe depuis 72 heures maintenant le fauteuil du président Roch-Marc Christian Kaboré. Après le coup d'état de la junte militaire, l'ancien chef de l'État est encore en résidence surveillée. Réunis donc au sein de la COPAD, la coalition des patriotes démocrates, des membres de l'ex-alliance des partis de la majorité présidentielle réclament la libération immédiate de leur leader, Ali Badara Ouedraogo, et ses camarades qui condamnent fermement le coup d'État perpétré par le lieutenant-colonel Henri Sandaogo Damiba. Et puis le colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba et ses hommes ont instauré un couvre-feu sur toute l'étendue du territoire national. Une décision qui n'est pas du goût des acteurs culturels. Des acteurs culturels qui disent avoir reporté leurs événements alors qu'ils avaient déjà engagé des dépenses. Conséquence, ils font face à une lourde perte. Vous les entendrez dans ce journal. Voilà pour le sommet, mesdames et messieurs, bonjour, merci de nous suivre. Cela fait maintenant 72 heures que la junte militaire est à la tête de l'État et déjà Paul-Henri Sandaogo Damiba et ses hommes commencent les concertations. On apprend que le collectif syndical CGTB aurait été reçu ce matin par les militaires à Kosiam, une démarche qui réjouit certainement les organisations de la société civile. Elles qui se présentent comme principal soutien du MPSR. Face à la presse hier, les sentinelles de la démocratie disent fonder leur espoir sur le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration. Les membres de cette OSC invitent donc les militaires à s'engager pour sortir le Burkina Faso de l'impasse et répondre surtout aux aspirations des Burkinabés. Amadou Dikou. Les sentinelles de la démocratie traduisent leur soutien au mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration. Les événements survenus dans la nuit du 22 au 23 janvier dernier ayant occasionné la chute du régime Kaboré sont salués par ces jeunes. Ils qualifient l'acte posé par l'armée comme une garantie de la sécurité et du retour de la paix au Burkina Faso. Nous croyons à la capacité du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, MPSR, à garantir la sécurité des Burkinabés et leurs biens, ainsi que le retour à une souveraineté territoriale et nationale effective. De nombreux combattants inlassables de la liberté et la dignité ont dû payer le prix cher pour cela. Mes félicitations à tous, l'épine est enfin sortie. Cette organisation de la société civile reste convaincue que le MPSR mettra tout en œuvre pour sauvegarder et restaurer les valeurs de ce pays. Elle invite par ailleurs les Burkinabés à l'union et à éviter toute tentative de division. Les sentinelles de la démocratie lancent un appel à un soutien général et total, tendant à restaurer les éléments constitutifs de l'État aux côtés du MPSR et des institutions qui seront mises en place à cet effet. Nous lançons un appel solennel aux hommes forts du moment afin qu'ils agissent dans la transparence, l'intégrité et l'intérêt commun de tous les Burkinabés. Les sentinelles de la démocratie, à l'issue de leur déclaration, ont énuméré 6 recommandations à l'endroit du MPSR. Parmi ces exhortations, on peut retenir, entre autres, la levée des délais raisonnables des restrictions opérées sur l'accessibilité au territoire et la poursuite du processus de réconciliation nationale. Du côté de la COPAD, la coalition des patriotes démocrates, on condamne fermement le coup d'état militaire perpétré le 24 janvier dernier par le MPSR. Des membres de l'ex-parti de la majorité présidentielle réunis au sein de cette nouvelle coalition demandent la libération sans condition et sans délai du président déchu Roch Kaboré, encore en résidence surveillée. La COPAD de Ali Badara Ouedraogo était face aux hommes de médias hier et Benjamin Kwame y était pour le compte de BF1. C'est une coalition qui regroupe pour l'instant 21 partis politiques comme le RPR ou comme celui de la Convergence de l'Espoir du docteur Jean-Hubert Bazier. Tous membres de l'Alliance des partis politiques de la majorité présidentielle. Regroupés au sein de la COPAD, sans le MPP, le parti leader, la coalition condamne le coup d'État mené par le MPSR au regard de ses convictions attachées aux valeurs républicaines. Notre coalition
prend l'opinion nationale et internationale à témoin et condamne vigoureusement toute forme de prise du pouvoir par tout moyen autre que la voie des urnes. Nous condamnons ce coup de force qui constitue un véritable recul démocratique. Si le MPP, à ce jour, n'est pas signataire de cette coalition, c'est tout simplement parce que chaque parti au sein de l'Alliance défend et assume son autonomie, fait savoir Ali Badra Ouedraogo. Lui et ses camarades prennent acte de la déclaration du lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba et ses camarades, appellent les partisans à la retenue, mais demandent que les nouvelles autorités libèrent et sans condition l'ancien chef d'État, Roch-Marc Christian Kaboré, qui serait un résident surveillé. Nous avons appelé l'ensemble de nos militants et sympathisants et les Burkinabés à la retenue et au calme. Le pays est dans une impasse. Si aujourd'hui, par rapport donc à ce qui est intervenu, même si nous ne sommes pas contents, nous devons verser dans des actions subversives, des marches, des contre-marches, ça va emporter la paix du pays, la cohésion sociale qui est déjà précaire. À l'endroit donc du MPSR, de faire diligence pour que les autorités qui sont embastillées soient libérées dans des meilleurs délais. De faire en sorte pour que leur intégrité physique et leur santé ne puissent pas prendre un coup et que leur dignité soit préservée. Roch-Marc Christian Kaboré n'est plus président du FASO. Les acquis engrangés durant son mandat, tout comme ses échecs, sont à mettre à l'actif de tous les partis politiques. La COPAD en est bien consciente. Aujourd'hui, nous estimons que ce n'est pas parce que le régime a connu un coup d'État et que nos leaders sont dans des situations difficiles que nous devons nous débiner. Il ne serait pas bien, ni respectueux pour vous, ni pour le peuple burkinabé de façon générale, que des partis membres de l'ex-majorité ayant soutenu et qui soutenons toujours le président Roch-Marc Christian Kaboré, venir devant vous et en face du peuple burkinabé pour dire que ce qui est arrivé n'a pas notre part de responsabilité. C'est vrai que par-ci, par-là, vous entendrez des partis de l'ex-majorité qui sortent, qui disent qu'ils soutiennent le coup d'État, d'autres disent qu'ils sont d'accord. Bon, mais c'est leur choix. Mais nous pensons que dans la politique, il faut que nous ayons en tant que leaders politiques, en tout cas une démarche qui permette à l'opinion de pouvoir nous juger. La COPAD demande également à la communauté internationale et régionale d'être ferme dans ses décisions, mais en pensant au peuple burkinabé déjà meurtri par les attaques terroristes. Vous venez de le constater, les avis sur le coup d'État qui a entraîné la chute du régime Kaboré varient d'une OSC à une autre. Dans l'élément qui va suivre, Roméo Koeta vous propose une synthèse des déclarations des organisations de la société civile. Si les uns condamnent fermement cet acte des militaires, les autres préfèrent rester prudents en gardant le silence. Depuis la survenue du coup de force, c'est l'une des prises de position les plus hostiles à la junte au pouvoir dans le rang des organisations, associations et formations politiques. La Convention des organisations non gouvernementales pour l'observation domestique des élections, CODEL, se montre intransigeante face aux militaires. Tout en condamnant fermement le putsch, elle demande la libération immédiate des personnes arrêtées et d'y tenir la junte pour responsable de l'intégrité physique du chef de l'État et de toutes les personnes détenues dans cette circonstance. L'organisation dirigée par Maître Alidou Ouedraogo, qui s'activait à l'observation des élections municipales prochaines, exige le rétablissement de l'ordre constitutionnel et le retour de l'état de droit. Elle rappelle que la place des militaires se trouve dans les casernes. Même position du côté de l'Union citoyenne pour le développement, UCID. Cette organisation de la société civile dit veiller au grain sur l'annonce de la junte de restaurer l'ordre constitutionnel dans un délai raisonnable. Quant à la Commission nationale des droits humains, CNDH, elle dénonce un recul démocratique et s'inquiète des conséquences de cette prise de pouvoir par la force qui peut être source de nombreuses atteintes et de violations aux droits humains. L'unité d'action syndicale, UAS, la plus importante organisation syndicale du pays, exprime son opposition de principe au putsch, mais impute la survenue de ce coup d'État à l'incapacité du président dessus à diriger convenablement le pays, surtout sur le plan sécuritaire. On se souvient que lors du putsch de septembre 2015, l'UAS avait appelé ses militants à descendre dans les rues pour faire barrage à cette action du RSP. Mais cette fois-ci, elle semble plus réservée, mais dit attacher du prix au respect des libertés démocratiques et syndicales, remises en cause aux dernières heures du pouvoir Kaboré. Les partis politiques aussi commencent peu à peu à sortir de leur mutisme.
Si l'ancienne majorité au pouvoir condamne logiquement le putsch, le soleil d'avenir du professeur Abdoulaye Soma invite les forces vives et les militaires au pouvoir à saisir cette occasion pour asseoir les bases de Burkina Nouveau. Le parti se dit d'ailleurs prêt à accompagner le processus de transition en mobilisant les ressources humaines et techniques pour la sauvegarde de la nation. Le mouvement Action Concorde s'appesantit sur l'aspect diplomatique en appelant déjà la CEDEAO à se soumettre à la volonté du peuple burkinabé dans la conduite de la transition. Quant à l'Union européenne, le mouvement l'invite à être un partenaire soucieux du droit des Burkinabés à s'émanciper. Après ce putsch militaire, des mesures ont été prises par les nouvelles autorités du pays. Entre autres mesures, l'instauration d'un couvre-feu de 21h à 5h du matin sur toute l'étendue du territoire national. Le secteur culturel, déjà ébranlé il y a quelque temps par les restrictions liées à la Covid-19, subit encore. Selon les acteurs culturels que nous avons rencontrés, l'instauration de ce couvre-feu plombe de nouveau leurs affaires. Certains disent avoir reporté leurs événements alors qu'ils avaient déjà engagé des dépenses, ce qui entraîne logiquement un manque à gagner considérable. Abdou Aziz Sari. Depuis l'instauration du couvre-feu par les nouveaux tenants du pouvoir, c'est le chamboulement dans le secteur culturel burkinabé. Nombreux sont les événements qui ont connu un décalage de date suite à cette mesure. C'est le cas de la soirée des 12 personnalités culturelles. Initialement prévue pour ce 28 janvier, elle a été reportée à une date ultérieure. Un coup dur pour le comité d'organisation. Déjà notamment au niveau de la communication, on avait déjà fait pratiquement une vingtaine d'affiches dans la ville. Il faut reprendre ces affiches-là, ça ne coûtait pas moins de 700 à 800 000 francs. Nous avons loué déjà la salle, et la salle c'est 1 million de francs. Il faut maintenant revoir un peu, c'est ce que nous sommes en train de faire, les prochaines dates. Est-ce que la salle sera encore disponible à cette date précise? Est-ce qu'on aura certainement des coûts supplémentaires à payer? Nous avons engagé justement des tickets, je veux dire des cartons d'invitation, plus de 1000 cartons d'invitation partout dispatchés dans la ville. Est-ce qu'il faut reprendre ces cartons d'invitation pour remettre les nouvelles dates? Et on ne peut plus nous rembourser parce que ce sont des dépenses personnelles. Ce n'est pas moins de 3 à 4 millions qu'on a déjà mis en avant. On ne va pas demander à un partenaire de nous donner l'argent tout de suite. Nous, on ne fait jamais ça. Donc tout ce qu'on a commencé à engager depuis 8 mois, c'est sous fonds propres. En plus des pertes financières, les organisateurs des 12 PCA craignent la baisse de l'enthousiasme du public. Nous avons donc justement cet esprit où on se pose la question, est-ce que sur le plan moral, est-ce qu'on aura encore cette envie? C'est vrai qu'on veut le faire, mais est-ce qu'on est dans cette pugnacité qu'on avait au départ, est-ce qu'on l'aura encore? C'est un peu la grande question, le côté sentimental, la passion qu'on avait pour la 10e édition. Bon, les gens ont un peu baissé d'un cran parce qu'on était prêt pour le 28. On ne connaît pas la date. Est-ce que c'est la semaine prochaine? Est-ce que c'est dans un mois? Est-ce que c'est dans 2, 3, 4 mois? On est vraiment dans les points d'interrogation. Mais on continue à dépenser parce qu'il faudrait d'abord éventuellement revoir un peu certains engagements. L'autre événement culturel impacté par le couvre-feu, c'est le Festival international de danse de Ouagadougou déjà en cours. Les organisateurs déplorent également des pertes financières vu qu'ils ne peuvent plus faire de spectacles payants. Il y a beaucoup de pertes financières, mais pour le moment, ce n'est pas d'actualité. On ne fera plus d'entrée payante parce qu'on n'a pas l'équipement pour. Parce qu'on faisait tout. Il y avait les spectacles qui se passaient à l'Institut français, mais maintenant, on est obligé l'Institut français est fermé, mais on va tout faire ici, au Grain des Arts Vivants. C'est plus petit, mais on va le faire. La situation, en tout cas pour nous, on doit jouer. On doit jouer parce que c'est notre manière de nous exprimer. Et ça va aller. Je suis très confiante et je pense que les danseurs, on a réussi à les rassurer et ils sont tous bien remontés pour montrer des beaux spectacles qui seront vus différemment. Le Festival international de danse de Ouagadougou se poursuit jusqu'au 28 janvier et les spectacles de nuit ont été ramenés dans la journée au Grain des Arts Vivants. Toute autre chose à présent, dans le cadre de la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite, l'Assemblée nationale a adopté en 2015 une loi obligeant les membres du gouvernement, les députés et autres personnalités politiques et administratives à déclarer leurs biens avant et à la fin de leurs fonctions électives
ou nominative. Plus de 5 ans après l'application de la loi, où en sommes-nous? Quels sont les résultats? La SELC a-t-elle les moyens de vérifier la sincérité des déclarations faites? Élément de réponse dans ce dossier signé Roméo Kuita. C'est la loi 04-2015-CNT du 3 mars 2015 portant prévention et répression de la corruption qui institue la déclaration d'intérêt et de patrimoine au Burkina Faso. Sont concernés les membres du gouvernement, les députés, les membres du pouvoir judiciaire et les autres personnalités politiques et administratives comme les directeurs généraux des sociétés d'État. Dès la formation du premier gouvernement de Roch Kaboré, le chef de l'exécutif, Paul Kabatieba, et ses ministres sont invités à se soumettre à la loi. À part la première équipe où il y a eu quelques lenteurs dans les déclarations, depuis lors, tous les ministres du gouvernement d'Aviré ont fait leurs déclarations à l'entrée et à la sortie. À en croire Luc Marus Ibriga, les membres du gouvernement déclarent désormais de manière systématique leurs intérêts et patrimoines à l'entrée et à la sortie de l'administration. Si concernant la nouvelle équipe de l'Assina Zerbo 1, les nouveaux ministres ne se sont pas encore manifestés, leurs collègues sortants ont fait leur déclaration de sortie. Si le principe semble désormais acquis, là où le bas blesse, c'est au niveau de la vérification de la sincérité des intérêts et du patrimoine communiqué par les membres du gouvernement. Car lorsque l'ancien ministre des Affaires étrangères, Alpha Bari, notifie qu'il possède une maison d'habitation de 494 mètres carrés d'une valeur de 100 millions de francs CFA à Ouagadougou, ou encore lorsque Simon Compaoré déclare qu'il ne possède qu'un seul terrain non loti de 300 mètres carrés à Komsilga, sans préciser la valeur, difficile pour la SELC de vérifier la sincérité de telles déclarations. Si aujourd'hui, un assujetti nous dit « je n'ai qu'une seule parcelle au Burkina », est-ce que nous avons la possibilité de vérifier cela? Dans la mesure où les structures du domaine ne sont pas interconnectées et il n'y a pas une base de données qui nous permette d'aller vérifier si c'est vrai ou si c'est faux. Dans ce cas, les personnes assujetties à la loi peuvent faire non seulement de fausses déclarations, mais aussi s'abstenir de publier tout leur patrimoine. Et cela sans être inquiétés. La SELC étant impuissante face à certaines situations. Quand un assujetti vous dit qu'il a une maison de 25 millions, vous avez des situations dans lesquelles vous ne pouvez pas prendre cela pour argent comptant. Ça suppose que vous fassiez une évaluation immobilière. Et si vous voulez faire une évaluation immobilière, ça a un coût. Et c'est pour cela la question des ressources est importante. L'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption manque de personnel et de moyens financiers pour effectuer des enquêtes approfondies. Ce qui fait dire à Luc Marus Ibriga que la loi sur la déclaration du patrimoine est certes ambitieuse, mais pas assez contextualisée. Il pense d'ailleurs qu'en plus des moyens, l'un des préalables qui devrait permettre de mieux vérifier la sincérité des déclarations, c'est la nécessité de disposer d'un cadastre et d'une immatriculation immobilière fiable, ce qui n'est pas encore le cas au Burkina Faso. L'enquête sur les intérêts et patrimoines se fait aussi bien au Burkina Faso qu'à l'extérieur du pays. Les récentes révélations de la presse faisant état d'acquisition de biens immobiliers par des autorités burkinabées au Sénégal et en Côte d'Ivoire n'ont pas échappé à la loupe de la SELC. Pour la Côte d'Ivoire, nous avons eu des retours qui n'ont pas été productifs dans la mesure où les informations que nous avons eues ne nous permettent pas de confirmer ou d'infirmer ce qui est avancé. Pour ce qui est du Sénégal, les investigations sont en cours et nous espérons que nous allons recevoir quelque chose. Et donc, c'est cela. Vous ne pouvez pas vous lever pour aller en Côte d'Ivoire pour faire des investigations. Vous êtes obligé de passer par le biais des structures nationales. Mais déjà, avec la Convention des Nations Unies contre la corruption,
ça permet d'accélérer la procédure parce qu'on peut s'adresser directement aux agences anticorruption. Hormis l'ancien ministre de la Défense, Jean-Claude Bouda, qui a été épinglé puis déposé pendant 5 mois à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou pour délit d'apparence, aucun autre ministre n'a encore été inquiété pour fausse déclaration ou pour enrichissement injustifié après son mandat depuis l'entrée en vigueur de la loi. 2 hypothèses se présentent alors dans ce cas. Soit les assujettis sont honnêtes dans leurs déclarations, soit les enquêtes ne sont pas approfondies. Rappelons que l'autorité supérieure de lutte anticorruption dit être incapable pour l'instant de vérifier la sincérité des déclarations des biens et des patrimoines, faute de moyens. Économie à présent avec cette question, comment se porte la filière coton au Burkina Faso? Pas très bien puisque 70% des finances de la campagne cotonnière est soutenue par les partenaires internationaux selon le secrétariat permanent de la filière. Pourtant, les échanges commerciaux entre États africains sur le coton présentent une opportunité de plus d'1 milliard de francs CFA. Des initiatives sont donc prises pour relancer la filière qui offre d'énormes avantages, mais des défis restent néanmoins à relever, notamment l'industrialisation du coton au niveau local. Benjamin Kwame. Au Burkina Faso, une bonne partie du coton produit est vendu à l'étranger, tout simplement parce que les producteurs recherchent une plus-value en termes de manne financière. Mais ces dernières années, les responsables de la filière, de concert avec les producteurs, ont entrepris des initiatives pour valoriser davantage la matière. Car longtemps en première position en Afrique, le pays est depuis 2019 troisième producteur africain de coton. C'est pourquoi les idées, comme le Salon international du coton et du textile, sont à encourager. La chaîne des valeurs a été révisée et soutenue. Je pense que les autorités sont en train de travailler pour que le privé, soit national ou international, s'investisse dans le secteur des filatures pour qu'une bonne partie du coton puisse être transformée sur place, enfin une partie. Donc le but du jeu, c'est dans le consommation local, quelle part nous pouvons prendre pour justement valoriser, comment on appelle ça, nos produits locaux. Au nombre de ces mesures salutaires, il y a la valorisation du faso d'Anfani ou encore le coco d'Unda, tissé sur place et qui commence à s'exporter dans la sous-région. À côté, sur le volet industrialisation, il est à noter qu'il y a des prémices, mais les actions tardent à être concrétisées. Les filatures, c'est d'avoir des industries, des usines qui vont transformer le coton en produits intermédiaires qui vont être utilisés par d'autres acteurs en termes de finition. Le tricot, il faut que ce soit préparé par une filature, Filsa par exemple. Donc, on a besoin de, justement, l'intérêt de l'industrialisation, c'est ça. C'est parce qu'on n'a pas cette chaîne de valeur qu'on est obligé de tout vendre. Justement, en parlant de vente, à ce jour, les échanges intra-africains sur le coton représentent un marché d'1,5 milliard de francs CFA, une opportunité d'affaires pour les acteurs du domaine. Mais spécifiquement pour le cas du Burkina Faso, le hic ici, c'est que la campagne du coton est financée à plus de 70% par l'extérieur. C'est-à-dire que le coton est payé bien avant qu'il soit produit. L'autre bémol encore est que le pays transforme moins de 2% de son coton. Conséquence, chaque année, le Burkina Faso achète beaucoup de produits textiles finis à près de 70 milliards de francs CFA, une manne financière qui constitue un manque à gagner dans le budget de l'État. C'est les devises qui sortent. 70 milliards, ça fait beaucoup. C'est-à-dire quoi, 70 milliards, c'est le jean que vous et moi on achète. La chemise, Créton ou je ne sais pas quoi, que tout le monde aime. La friperie que nous achetons. C'est ça. Dans les 70 millions, c'est ça. Les pagnes que l'on porte, wax, c'est ça. Donc, si on veut limiter ça, il faut qu'on ait une réponse nationale, une offre nationale qui intéresse les Burkinabés qui vont consommer. Burkinabés, en ce moment, on peut réduire. C'est seulement avec ce nouveau paradigme que la filière coton
pourra mieux se porter et permettre surtout aux producteurs d'avoir retour sur investissement, mais également chercher à reprendre la première place que le pays occupait depuis ces dernières années. Mais il ne faut pas occulter aussi qu'on ne peut pas vivre en autarcie, même en faisant du consommant local le credo burkinabé, car les goûts en matière vestimentaire sont très subjectifs ou personnels. Il faut clairement une offre acceptable et qui intéresse le grand public et à coût abordable. Un mot de religion à présent. Créé en 1972, l'Union des groupes bibliques du Burkina s'est donné pour mission de propager l'évangile dans les écoles et universités du pays. 50 ans après, les membres de cette organisation, issus de l'Église des Assemblées de Dieu, marquent une pause pour dresser le bilan de leurs actions menées au cours des 5 dernières décennies et se projeter bien entendu sur l'avenir. Le jubilé d'or de l'UGBB en son et en image avec Abdul Karim Banda et Hachimet Boy. La flamme du cinquantenaire de l'UGBB, l'Union des groupes bibliques du Burkina, allumée ici pour marquer un demi-siècle d'existence. Les membres de ce groupe, les mains levées, chantent des cantiques en signe de reconnaissance au Seigneur pour son assistance. Créé en 1972, l'UGBB s'est donné pour mission d'œuvrer pour la transformation qualitative de chaque élève et étudiant des collèges, lycées et universités du Burkina. Les succès engrangés tout au long de ces années sont aujourd'hui célébrés en présence des précurseurs de cette organisation. L'UGBB et le groupe biblique du Burkina ont vu passer plusieurs générations au niveau des élèves, des lycées, au niveau des universités. Et aussi, aujourd'hui, nous sommes plus de 22 000 membres actifs au sein du mouvement. Et c'est pour cela que nous voulons faire un halte pour rendre grâce au Seigneur pour le chemin parcouru. Pour le président du comité national d'organisation, cette célébration vise 3 objectifs. Ce sera l'occasion de mesurer l'impact du mouvement dans la société, dans l'Église, dans la vie des individus qui sont passés par là. Et deuxièmement, nous voulons, en revisitant l'histoire, pouvoir aussi dire merci à des individus, des particuliers, des partenaires qui nous ont soutenus au cours de ces années. Et puis, nous avons un 3e volet qui est que quand nous allons revisiter l'histoire, nous voulons écrire quand même un livre sur la vie du mouvement. Cet événement se tient dans un contexte marqué par l'insécurité. C'est pourquoi l'UGBB saisit l'occasion de cette rencontre pour prier en faveur du retour de la paix au Burkina Faso. Les oppositions de cette étape de quart de finale de la CAN Cameroun 2021 sont donc Burkina Faso, Tunisie, Cameroun, Gambie, Égypte, Maroc et Guinée équatoriale, Sénégal. La précision est nécessaire. Voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Je serai très ravie de vous retrouver demain pour un autre point de l'actualité sur BF1, la chaîne au cœur de nos défis.